Bonjour, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Permettez-moi de remercier Sebastião Salgado d'avoir accepté cette invitation. Sebastião est très pris en général et il est particulièrement très pris en ce moment avec cette grande exposition à la MEP que sans doute vous avez vue ou que vous irez voir. La MEP est en train de battre ses records de fréquentation. Peut-être avez-vous été parfois surpris de voir cette queue et ça a pu vous décourager. Je vous incite vraiment à attendre et à pénétrer dans les locaux de la MEP parce que vous verrez une exposition extraordinaire. Donc Sebastião est très sollicité pendant cette période-là et très gentiment, il a accepté d'être face à vous pendant 1 heure. Alors je trouve que, pour moi, mais pour vous surtout, puisque je m'adresse à vous, c'est un privilège d'être face à un tel photographe. On le voit à la télévision, on l'entend, on le lit, mais on a rarement l'occasion d'engager une conversation avec lui. Et ce que je voudrais vous proposer pendant cette heure que nous allons passer ensemble, c'est vraiment d'engager la conversation avec lui. C'est-à-dire moi un peu pour chauffer la salle, mais vous beaucoup. Que vraiment vous en profitiez pour poser des questions à Sebastião, faire part de vos réflexions, de vos impressions. Dans une conversation, il n'y a pas forcément une question. Ça peut être quelque chose que vous ressentez, que vous avez envie de dire. Et il est là face à vous et croyez-moi, parce que je le connais bien, il est toujours dans ses réponses ce qu'il est dans la vie, c'est-à-dire d'une grande générosité. Juste quelques mots de présentation, mais très très court, parce que je ne veux pas entamer cette heure de conversation avec vous. Pour vous dire 3-4 choses, 3-4 moments qui peuvent permettre de lancer la discussion. Sebastião, vous le savez, est né au Brésil en 1944, dans cette région du Minas Gerais. Sa naissance est importante pour tout le monde, mais l'endroit où il est né va énormément déterminer ce qui suivra. Il est né dans une ferme, mais pas une ferme à l'échelle française, une ferme à l'échelle brésilienne, c'est-à-dire qu'il devait avoir une dizaine de kilomètres de long. Il y avait plusieurs familles qui vivaient sur cette énorme exploitation. Et le petit Sebastião est donc né dans une propriété qui était déjà une forme de pays, c'était la nature. Et c'était un pays dans un énorme pays qui était lui-même une sorte d'univers qui était le Brésil. Donc, tout petit, la notion de distance était pour lui différente de celle que l'on peut avoir quand on vit dans un pays européen, et c'était un contact très présent avec la nature. Donc sa naissance. L'autre élément très important, qui va avoir beaucoup d'influence pour la suite, c'est sa formation. Sebastião n'a pas fait l'école d'Arles ou une école spécialisée dans la photographie. Il a fait de belles études d'économie. Il est docteur en économie, diplômé de l'université de Paris et de São Paulo, également de diplôme américain. Une très belle formation d'économiste. Et cette formation d'économiste va le conduire, quand il se lancera dans la photographie, il va vous en parler, à avoir un regard, peut-être pas un regard, mais une perception différente des problèmes qu'il aura appréhendés. Ça lui permettra aussi il y a pas mal de photographes dans la salle et ils comprennent ce que je veux dire, de travailler beaucoup ces projets, d'étudier leur financement et donc d'aborder des projets qui chez lui ne durent pas 1 semaine ou 15 jours, mais qui durent des années, comme Genesis qui a duré 8 ans. Donc de le faire avec une approche d'économiste. Le troisième point très important, c'est son destin. Naître dans un pays qui n'est pas une démocratie, qui est une dictature, quand très vite, très jeune, et notamment avec sa fiancée qui deviendra sa femme, Lélia,
et qui jouent un rôle très important auprès de lui, comme lui auprès d'elle. Un vrai couple fusionnel qui travaille ensemble et qui, très jeunes, sont engagés contre cette dictature. Donc ils ont le choix entre la clandestinité à l'intérieur de leur pays ou l'exil. Et ils choisiront l'exil en venant s'installer à Paris. Et ce déplacement va là énormément l'influencer dans son œuvre. Je dis son œuvre parce que c'est au-delà des reportages, et ce qui caractérise une œuvre, c'est un tout. Alors ce tout, c'est les livres que vous connaissez, les séries que vous connaissez, qui vont de Terra à La main de l'homme, Workers, à Exode et à Genesis. Genesis, on va en parler beaucoup puisque c'est d'actualité. Juste vous dire, avant que je pose ma première question, que j'ai eu la chance de participer d'être témoin de la naissance de Genesis. J'étais à l'époque directeur de Paris Match. J'avais déjà publié des reportages de Salgado, mais qui étaient initiés avec mon prédécesseur, qui était Roger Théron. Mais j'avais jamais participé à voilà ce que nous allons faire. Et voilà ce que nous allons faire, c'était un projet qui était ficelé impeccablement. C'était 2 ans de travail et c'était Genesis. Et j'ai accepté cette aventure avec un enthousiasme certain. Et j'ai eu le bonheur, au bout de quelques mois et ensuite de quelques années, mais une fois sorti de match, de voir le résultat de notre conversation et de voir à quel point tout ce qu'il avait annoncé, tout ce qu'il voulait faire, les 32 reportages qu'il avait programmés, tombaient à date fixe et étaient publiés de façon remarquable sur une distance que des grands photographes comme lui peuvent tenir, c'est-à-dire c'est pas 3 doubles ou 4 doubles, mais c'est 26 pages et dans le dernier Polka, on a même atteint ce record de 48 pages avec ce portfolio. Voilà pour les présentations. Et comme première question, je voulais revenir sur le petit texte de présentation qu'on fait toujours dans Polka pour les photographes. On leur donne la parole et on leur demande de parler d'eux et un peu de se définir. Et j'ai trouvé les phrases de Sébastião formidables et je vous en lis 3. Et la première sera la première question. Quand on interroge Sébastião pour se définir et pour parler de la photographie, il a cette phrase qui est très belle et je lui ai demandé de s'en expliquer. Je considère, dit-il, comme un grand privilège d'être photographe. C'est comme ça qu'il se présente, il remercie sa profession. Et je voulais lui demander pourquoi il considère que c'est être un grand privilège d'être photographe. Écoute, bonsoir tout le monde. Un plaisir d'être ici. Excusez-moi, je n'ai pas une grande didactique pour faire une conférence, n'est-ce pas? Et on va parler à peu près ce qui vient du cœur. C'est une profession très récente, la profession de photographe, n'est-ce pas? Elle a quoi, une centaine d'années, et possiblement avec tous ces bouleversements qu'on a dans la technologie aujourd'hui, on commence à bricoler les photos énormément, n'est-ce pas? Ça commence à n'être plus seulement la photographie qu'on prend, qu'on arrête ce moment. Après, on commence à additionner déjà énormément de choses. Possiblement, notre métier il va changer énormément. Il va devenir une autre chose. Mais les courtes périodes de la vie de la photographie, c'était une énorme opportunité pour ceux qui l'ont pratiqué. Je prends dans mon cas spécifique, j'ai eu l'opportunité pendant toutes ces années que j'ai fait des photos, ça a à peu près une quarantaine d'années maintenant, d'avoir eu l'opportunité de naviguer sur les hauts de la vague de l'histoire, des moments historiques que j'ai pu vivre, de pouvoir voir tout ce qui était important dans cette planète, d'organiser ma vie de façon à pouvoir essayer de voir toutes les choses qui m'ont profondément motivé, qui m'ont fait un grand plaisir ou qui m'ont créé une énorme révolte, mais tout ce qui est mon appareil éthique, idéologique, et toute ma façon de vivre,
m'a permis de vouloir voir, la photo m'a permis de voir. Et avec cet appareil en main, on a un privilège énorme de côtoyer des phénomènes. Une grande majorité de ma vie, j'ai fait nous-mêmes, les êtres humains. Et cet appareil, c'est une énorme porte qui ouvre sur tout dans la planète, n'est-ce pas? C'est difficile d'expliquer les miracles de l'appareil photographique, l'intéressement des photographes pour les sujets qu'il fait, l'attention qu'il porte au sujet photographié, la réponse de cette attention en direction à lui-même, et à la fin, existe une énorme interaction, énorme, qui permet une espèce de transe et de vivre dans une façon tellement intense au moment de prendre ces photos. Et ça, si on étale sur toute une vie, c'est vraiment un énorme privilège. C'est une chose incroyable, très spéciale. Tu dis toujours dans ta présentation, j'adore cadrer, j'adore la caméra, j'adore la relation qu'elle me permet d'avoir avec n'importe quel groupe, même avec les animaux. Ça veut dire, on en parlait encore hier, moi je connais quelques réponses aux questions, mais je les repose. Et je sais ce qu'il va dire et ça va être très beau. Ça veut dire qu'on doit créer une relation aussi bien avec des habitants en Amazonie, dans une région du monde très lointaine, qu'avec des caïmans ou une tortue. Écoute, Alain, toute ma vie, jusqu'au début du projet Genesis, j'avais photographié un seul animal, nous. J'avais jamais eu l'opportunité de photographier les autres. J'avais photographié un peu la nature, mais une nature un peu comme arrière-plan, n'est-ce pas, des nativités humaines. Et au projet Genesis, les choses ont changé pour moi. J'ai pris, entre guillemets, un certain risque, parce que quand je me proposais de faire les projets Genesis, j'ai certaines personnes qui travaillent avec moi un peu partout au monde, qui me représentent. Et je rappelle que Neil Burgess, la personne que je travaille avec elle à Londres, elle dit « Sébastien, tu prends un risque énorme parce que tu es un photographe humain, social, et tu vas partir faire la nature. » Et les gens ne te connaissent pas dans ce genre de photographie. Toi-même, tu ne te connais pas. Et je trouve que peut-être ça serait mieux que tu continues, tu vas dédier tout ce que tu as fait dans la vie. Et je voulais y aller. J'ai dit non, Neil, j'ai le droit de vouloir y aller. Je vais prendre les risques. Et j'ai parti à photographier les autres animaux. Je me rappelle que le premier reportage que j'ai fait, c'était à Galapagos. Je suis allé dans les premières sorties photographiques, parce que j'ai passé à Galapagos à peu près 3 mois. Et j'étais en face d'une énorme tortue, ces tortues géantes, les Galapagos, qui ont donné le nom à l'archipel. Et je voulais la photographier. Et chaque fois que je m'approchais de cette tortue, elle partait. Elle était très shy, comme on dit. Comment c'est shy en anglais, en français? Timide. Elle était très timide. Et je ne voulais pas photographier un animal en marche. Je voulais qu'elle me regarde. Je voulais voir sa personnalité, un peu de sa dignité. Et je n'arrivais pas. J'ai tourné autour. C'était une catastrophe. Elle ne marchait pas vite, mais elle marchait. Elle se déplaçait. Jusqu'à peu 2-3 heures que j'étais autour, j'ai pris la décision de me mettre à genoux. Peut-être que ça serait meilleur. À ce moment, elle a arrêté. Là, j'ai compris qu'elle me voyait dans une échelle beaucoup plus haute qu'elle. Elle avait peur de moi. Quand je me mis à son niveau, elle a compris qu'on était des animaux à peu près de la même taille. Là, je me fais plus petit. Je me mets sur mes coudes. À ce moment, elle n'a pas parti. Elle est venue vers moi. Et elle a commencé à me regarder avec le même intérêt que j'avais pour elle. Et à ce moment, j'ai compris que pour photographier les autres animaux, il fallait que j'essaye de les comprendre. Il fallait que j'ai un certain respect pour la personnalité, pour les territoires. Et à la fin, j'ai compris qu'il n'y avait aucune différence que de photographier les groupements humains. Après, quand je suis allé photographier la nature, j'ai dit, la nature, c'est tellement facile, n'est-ce pas? Une montagne est là, on arrive, on la photographie, puis c'est tout. Et c'est la nature morte. Mais elle n'est pas morte du tout. Elle est aussi vivante que nous. Et pour la photographier, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut du temps.
Et je me rappelle en Alaska, pour pouvoir photographier cette nature, j'avais un petit avion qui me posait dans un endroit, il me cherchait une semaine après, et j'étais seul dans cette nature, je montais mon petite tente, et j'étais dans les Brooks Range, c'est une énorme chaîne de montagnes, peut-être une des plus belles du monde. Et j'ai monté quelquefois pendant une journée en dénivelé de 1000-1200 mètres. C'est très facile ascension, fatigant mais facile ascension. Et beaucoup de lumière. La lumière commençait à 3h30 du matin et allait jusqu'à minuit. C'était au mois de juin, on avait énormément de lumière. Et j'ai commencé à me monter vers 4h du matin, vers 7h, 8h, j'étais là-haut. Et je me mettais assis pendant des heures et des heures à comprendre les minéraux, à comprendre les végétaux qui étaient par là, à comprendre toute la marque que ces avalanches incroyables avaient fait pendant l'hiver, à comprendre la lumière, les vents, la pluie, les tempêtes de neige. Et à partir de 2-3 heures, je faisais une unité. C'était une unité. J'étais tellement intégré à tout ça qu'à ce moment, je commençais à comprendre ce que je photographiais. Tu vois? Et qu'à la fin, ce n'était pas très différent de tout ce que j'ai fait avant dans toute ma vie. À la fin, j'ai compris qu'on est une unité avec notre planète, avec tous les éléments, n'est-ce pas? Que tout ça est vivant. On a un grand défaut de vivre seulement 70 ans, 80 ans. Et donc, tout ce qui est une centaine d'années, ça nous semble extrêmement vieux. Mais à ce moment, quand on commence à voir la nature, on comprend qu'elle, si on pouvait la comprendre en dizaines de milliers d'années, en centaines de milliers d'années, on allait voir qu'elle est aussi vivante que nous, n'est-ce pas? Et là, on s'intègre, on est part dans tout, et à ce moment, il y en a une interrelation, n'est-ce pas? Et que la photographie prend un autre sens. La photo qu'on prend, je suis sûr que les gens sont capables de percevoir cette énorme d'éducation, de temps, de compréhension, ça finit à sortir. Dans cette fraction de seconde qu'on arrête l'image, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement l'arrêt sur l'image. Il y a toute une vie d'avant, il y a toute une compréhension, il y a un sentiment qui se passe, n'est-ce pas? La photographie, ce grand privilège d'être photographe, c'est que la photographie, ce n'est pas un acte mécanique, n'est-ce pas, froid, un coupure représentatif. Elle est une addition de tout ce qu'on apporte, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on participe, de toute cette intégration. Et donc, ce phénomène photographique, qu'il existe depuis peut-être une centaine d'années, un peu plus, et qui va durer encore possiblement quelques années, c'est un moment de l'histoire de notre espèce fantastique. Parce qu'un peintre, il a 6 mois pour réaliser quelque chose. Nous, on a un 250e de seconde. Et c'est déjà une œuvre finale. Mais dans cet acte, on apporte toute une vie et on reçoit toute une vie en même temps. Toute une vie, tu dis toujours, la photo c'est la vie et la photo c'est ma vie. Comment passe-t-on dans une carrière d'exode où tu es très concerné? C'est là qu'on voit tout l'engagement que tu peux avoir, surtout qu'avant tu as fait la série Workers, La main de l'homme. Comment passe-t-on d'Exode à Genesis? Même si moi je connais la réponse, je crois que c'est bien d'en reparler. C'est-à-dire pendant des années, tu as vu des êtres en souffrance ou en détresse, en déplacement, souvent violent, contre leur gré. Et là, tu t'arrêtes, tu réfléchis et tu vas vers Genesis. Qu'est-ce qui se passe dans cette période? En réalité, ce n'est pas que je suis devenu un photographe des paysages, un photographe animalier, n'est-ce pas? C'est un projet de ma vie. C'est un moment de ma vie qui j'avais une identification énorme avec ce que j'ai photographié. Parce qu'en réalité, tous les projets photographiques que j'ai faits, et j'ai travaillé basiquement toute ma vie sur des projets photographiques, c'était des histoires que j'avais une énorme identification avec elles. Si on prend par exemple La main de l'homme, n'est-ce pas? C'est le titre qu'on a donné à Work, ces livres qui en réalité, je voulais qu'il s'appelle Prolétaire. Mais on avait une réunion chez nous
avec des copains et on arrivait à la conclusion que le titre du livre, c'est celui-là. On est allé voir l'éditeur a dit non, pas du tout, Sébastien. Ces livres, si tu mets prolétaire, tu ne vois pas un seul. Ils ont trouvé un titre très beau, très pompeux, que c'est La main de l'homme. Donc, quand on a fait La main de l'homme, j'avais un économiste de moi, quoi. Comme tu as dit, c'était presque la exorcisation de ses côtés économiques. J'étais un militant des partis de gauche. Quand je suis venu en France, je faisais mes études d'économie, mais on était dans une étude, tu vois, de marxisme. Et donc, la classe ouvrière, le monde du travail, c'était quelque chose d'une importance capitale, n'est-ce pas, dans mes études, dans mon comportement de vie, dans mon idéologie, dans mon comportement éthique. Et donc, un moment qu'on vivait dans ce pays, dans ce continent, qu'on a commencé à voir l'arrivée des machines intelligentes dans la ligne de production, n'est-ce pas, des ordinateurs, des robots dans les montages des industries, tout, on a commencé à comprendre qu'on arrivait à la fin d'une époque. Et des gens de mon génération ont vu ici en France des pans entiers d'industries disparaître. Par exemple, l'industrie sidérurgique qu'on avait en Lorraine, n'est-ce pas, elle a presque fermé d'un seul coup, n'est-ce pas, l'industrie, les mines de charbon, et même l'industrie automobilistique, une voiture qui sortait d'une ligne de production, c'était le fruit du travail de tout le monde. On montait pièce par pièce, quoi. La main de l'homme avait touché tout. Et d'un seul coup, c'est les robots, il y a la fin des gestes des robots. C'était la matérialisation des gestes de la main du travailleur, mais qui était matérialisée sur un bras mécanique. Et ces bras mécaniques, ce n'étaient plus les bras du travailleur, c'était la propriété des capitales qui faisait ça, c'était la matérialisation des milliards d'heures de travail dans ces gestes mécaniques. Et là, je voulais bien faire un hommage à cette classe ouvrière, que c'était la motivation de toutes mes études, de tout ce que je croyais que c'était important dans le monde économique. Et donc, j'ai parti pendant 5 années, à faire cette histoire, et j'ai eu une motivation extrême pour la faire, un grand plaisir de la faire. Et là, comme je ne trouvais plus ce que je voulais photographier ici, en France, à côté de chez nous, je me suis déplacé dans la géographie, je suis allé les chercher un peu partout au monde, parce qu'à cette époque, on vendait ici des industries clés en main, et c'était les vieilles industries qui partaient pour être fixées en Chine, au Brésil, en Indonésie, en Afrique du Sud. Donc, je suis allé les chercher. Et j'ai fait cette histoire, et donc j'ai eu une énorme identification avec. En faisant La main de l'homme, j'ai pu voir qu'une chose qu'après on appelait la globalisation était en train de se former dans le monde entier. Qu'on avait des concentrations de population énormes à côté des grands centres de production. Je prends mon pays même, quand j'étais gosse au Brésil, on était 90% de population rurale. Et aujourd'hui, on est plus de 90% de population urbaine. C'était cette globalisation, cette création d'un énorme pôle industriel de mon pays qui a mené à un énorme abandon de la campagne vers les villes. Et quand je faisais ces photos de La main de l'homme, je voyais se former ces grands centres. Je voyais cet énorme courant migratoire. Et de là, c'est venu une grande envie de faire une histoire sur les mouvements de population. J'ai photographié pendant 7 ans. Et à la fin, ça donnait encore des travaux qu'on appelait Exode. Mais en même temps, c'était mon histoire elle-même. Parce qu'on était ici réfugiés pendant une époque. On n'avait même pas de passeport. Après, on arrivait à avoir un passeport français. On a devenu français. J'arrivais après à récupérer mon passeport brésilien, ma nationalité brésilienne. Et en réalité, jusqu'à aujourd'hui, je suis un immigrant, n'est-ce pas? Et donc, quand je suis allé faire cette histoire, je suis allé faire une histoire que j'avais une énorme motivation de la faire. Et à la fin, je faisais mon histoire elle-même. Et donc, j'ai eu une énorme identification. Mais en faisant cette histoire, quand j'étais proche de la fin de cette histoire, j'ai eu des expériences d'une brutalité immense. Ce que j'ai vu dans l'ex-Yougoslavie, ce que j'ai vu au Rwanda, c'était d'une brutalité extrême, n'est-ce pas? J'ai eu une énorme déception avec notre espèce elle-même. Et j'ai commencé à devenir un peu malade psychologiquement et malade physiquement. J'ai commencé à être attaqué par mes propres staphylocoques. Et il y a eu un moment que j'ai presque abandonné la photographie. On part au Brésil
mes parents avaient devenu vieux. Cette ferme que j'ai grandi, Nel, c'était une ferme fabuleuse. Quand j'étais gosse, on avait plus de 60% des forêts tropicales. Et quand on retourne, on avait moins de 0,5% des forêts. Tout était détruit. Comme toutes les fermes dans mes régions, comme partout au monde, pour bâtir ce monde incroyable qu'on a, moderne et tout, on a laissé une planète détruite derrière nous, écologiquement détruite. Même en France, qu'on a un très bel maquillage, n'est-ce pas? On voyage ici, on voit des belles forêts, mais c'est un mensonge, ce n'est pas des forêts, ça. C'est des monocultures d'arbres, n'est-ce pas? Les vraies forêts en France, il y a moins de 3% des vraies forêts en France. Et donc, on arrive là-bas et on voit cette forêt détruite. C'était terrible. Même ma femme, elle a eu l'idée, elle a dit, écoute Sébastien, tu m'as dit que tu as toujours grandi au paradis. Allons rebâtir cette forêt, on va la replanter, c'est possible de faire. On dit, ok, pourquoi pas? Et on commence à préparer la récupération écologique de cette terre. Et pour la récupérer, il fallait planter 2,5 millions d'arbres, de plus de 200 espèces différentes. Et on a commencé. Aujourd'hui, on est à plus de 2 millions d'arbres plantés. On est presque à la fin de la récupération de ce territoire. Et on a des arbres fantastiques déjà. On a plus de 170 espèces d'oiseaux. On a une quantité de mammifères qui sont revenus. L'eau est revenue. On a vraiment un endroit plus beau et plus fantastique que celui de mon enfance. Et c'est en rebâtissant cet endroit que m'est venue l'envie de photographier la planète d'une autre manière, d'aller vers la nature, de photographier les autres animaux, de photographier les paysages, d'aller vers les endroits les plus protégés écologiquement de la planète, pour donner aux gens qui allaient voir ces images les mêmes plaisirs qu'on a eu, n'est-ce pas, en train de bâtir cette forêt, de voir les retours de tout ça. Et donc, en réalité, Genesis, c'est un morceau de ma vie, c'est un pan important de ma vie, et je l'ai fini. Maintenant, je dois commencer un autre projet. Et possiblement, je puisse continuer dans les côtés écologiques ou retourner d'un côté social. Ce n'est pas que j'ai changé ma photographie. En réalité, beaucoup de gens ont dit que j'étais un photographe militant, que j'étais un photographe économiste, un photographe anthropologue, un reporter photographe. Ce n'est pas vrai. Les photographies, toutes les photographies que j'ai faites, c'est ma vie. C'est une chose qui était entièrement compatible avec les moments que je me sentis dans mon moment de vie, mon moment historique de ma vie. C'est pas plus que ça, quoi. Donc, pour moi, Genesis n'a aucune différence des autres projets photographiques que j'ai fait avant. Avant de vous passer la parole pour poser des questions, et comme il y a beaucoup de photographes dans la salle, et de toute façon, vous vous intéressez tous à la photographie, et on est au salon de la photo, je souhaiterais que Sebastião nous parle du moment où il prend sa photo. Il y a 2 ans, c'était William Klein qui vous parlait de l'état de transe quand il photographie. Henri Cartier-Bresson avait, lui, sa définition d'instant décisif. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu prends cette photo? Est-ce que tu sais quand tu prends la photo que c'est la bonne photo? Est-ce qu'il y a une montée en puissance de cet instant que tu appelles toi-même le grand plaisir? Il y a un grand plaisir dans l'acte photographique. Est-ce que tu peux nous parler de ce plaisir? Oui, parce que je crois que l'intéressant de parler ici, n'est-ce pas, dans un groupe où tout le monde est lié à la photo. Si vous êtes ici, c'est parce que vous adorez la photo autant que moi, n'est-ce pas? Ou qu'on est photographe déjà professionnel, ou qu'on est photographe dans son cœur. Et à la fin, on est tous photographes. Et l'important de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est la photographie elle-même. C'est le plaisir de pouvoir cadrer. C'est un plaisir d'avoir une lumière qui, quelquefois, on la trouve comme on aime, n'est-ce pas? Et de pouvoir la voir dans un cadre de pouvoir. Il y a quelque chose de force qui se passe avec la lumière qu'on veut, n'est-ce pas? Avec une intégration avec les sujets qu'on photographie, c'est un moment de force, un moment de pouvoir. C'est comme si on vivait un phénomène et qu'on allait en montant de puissance de ce phénomène en photographiant jusqu'au moment qu'on sait qu'on a atteint un sommet
Et après, on a un déclin de cette activité jusqu'au moment qu'on arrête de photographier. Et la réalité, quand on arrête, on est pratiquement épuisé. On a vécu d'une manière tellement intense ce moment photographique, n'est-ce pas, que c'est un plaisir immense. Mais c'est une chose très de photographe. J'ai travaillé avec des assistants quelquefois, j'ai eu des guides, j'ai eu des personnes qui étaient avec moi parce que j'ai rentré dans une industrie ou que j'ai rentré dans une mine ou que j'ai allé dans un endroit. Donc, il fallait que je sois accompagné et que les gens, ils étaient profondément emmerdés de pouvoir suivre un photographe pendant tout son temps de photographie où il prend un plaisir énorme à photographier et qu'à la fin, il faut être photographe pour comprendre ça, n'est-ce pas? Il faut être photographe et il faut aussi être chanteur. Sébastien va vous expliquer le changement qu'il y a eu entre l'argentique et le numérique. Et c'est peut-être un point de détail, mais c'est amusant, puis ça fait une première conclusion à cette première partie avant de vous passer la parole. Tu vas nous chanter une chanson? Non, j'ai passé au digital en 2008. J'ai photographié toute ma vie avant Genesis avec des Leica. J'ai travaillé très léger et donc j'avais une mobilité énorme. Quand j'ai commencé Genesis, je voulais avoir un négatif un peu plus grand parce que je voulais présenter les photos d'une autre manière. J'ai pensé présenter ces photos d'une taille beaucoup plus grande. Donc j'ai passé à travailler avec des Pentax, moyen format, et avec des films. J'ai essayé de trouver les films plus longs possibles, donc des films descendants, pour me donner le plus grand nombre d'images. Mais c'était toujours un film. Et les films, il me cassait énormément ma concentration photographique. Parce que quand j'ai travaillé au 35 mm, on avait 36 images. Et quand j'ai travaillé au 4,6, j'avais 32 images avec un film descendant. Et donc, à chaque 36 images ou à chaque 32 images, il fallait arrêter et changer le film. Et quand on est dans ces phénomènes photographiques, qu'on est tellement concentré, proche des sujets, il fallait arrêter, enlever la pellicule, la garder, sortir une autre de la boîte, remettre dedans, remettre l'appareil en position de commencer à photographier. On faisait une cassure. Et instinctivement, j'ai découvert un artifice qui m'a permis de maintenir ma concentration. Et comme je viens d'un pays de beaucoup de musique, on a toujours énormément chanté au Brésil. Un jour, j'avais une équipe de télévision allemande qui, en 1989 qui faisait un film sur mon travail. On était dans une usine de bicyclettes à Shanghai. Ils filmaient le soir dans l'hôtel. Ils m'ont montré dans la caméra. À cette époque, on regardait dans la caméra les petites vidéos qu'il y avait. Ils m'ont mis un microphone à l'oreille. Et j'écoute. Ils ont dit, regarde quand tu photographies, comment tu fais. Et j'étais en train de chanter. Et après que j'ai remarqué que la musique me permettait de maintenir mon niveau de concentration. Je me concentrais à la musique et donc, en chantant, au moment que la pellicule finissait, j'ai continué à chanter. J'ai changé automatiquement ma pellicule, je mettais une autre et j'ai resté lié à la musique. Et la musique me permettait de maintenir cette continuité. Et après que j'ai passé au digital, aujourd'hui, avec une carte de 16 gigas, j'ai une quinzaine, une vingtaine de rouleaux de films. Et donc, pendant toute la journée, je n'ai plus besoin de changer une seule pellicule. Mais j'ai maintenu la tradition de continuer à chanter. J'ai continué. Quand je suis totalement concentré dans l'image, là, quand je me mets à chanter, je vois que je chante, ça veut dire que j'ai des images. Ça veut dire que je suis complètement intégré au sujet que je suis en train de photographier. Donc en photographiant, mademoiselle, en photographiant Sébastien, si vous voulez chanter, vous ne privez pas. Des questions? Allez-y. Il y a des micros qui se... C'est là? C'est toi? Didier? Là. Didier est l'hôtesse. Posez...
pour votre question bien fort. Oui, d'accord. Oui, alors je suis venu spécialement de Nantes. Je suis photographe retraité SNCF. Bon, j'ai de la chance de continuer à faire la passion photographique au sein du photoclub SNCF. Voilà. Puisque M. Salgado a travaillé pendant quelques années, je crois, pour le comité d'entreprise. Enfin, qui a bien mis en valeur les photos ferroviaires. Alors, ma question, justement, porte sur l'évolution, l'utilisation du numérique, enfin, quand vous êtes converti, si on peut dire, la photo numérique. Là, ça vous permet, entre autres choses, de vérifier ce que vous avez pris, les photos, peut-être, je ne sais pas moi, après une journée de reportage. Est-ce qu'il vous arrive de refaire défiler, de voir les photos, je ne sais pas, que vous avez prises dans la journée et d'en effacer? Est-ce que vous jugez pratiquement, pas sur le champ, mais enfin quelques heures après des prises de vue, est-ce que vous jugez que des photos auraient dû être mieux cadrées ou, enfin, bref, est-ce que vous faites donc cette opération qui consiste souvent à effacer donc définitivement des photos que vous avez prises? Voilà, question. Écoute, au début, quand j'ai commencé le numérique, j'avais une tendance à regarder derrière. J'ai une énorme dépression la première semaine parce que je trouvais tout ce que j'avais fait horrible, une catastrophe. D'abord, j'ai photographié en noir et blanc et je mets un monochrome, je regarde en noir et blanc. Ce petit carré derrière la caméra n'est pas fait pour regarder en noir et blanc. Et donc, je ne voyais pas toutes mes tonalités de gris là-dedans. Deuxième, ça commençait à me déconcentrer totalement sur ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de couper ça, de ne plus regarder dedans, n'est-ce pas? Et comme je ne sais pas beaucoup travailler avec les ordinateurs, donc je n'apporte pas avec moi des disques durs, j'apporte rien. J'apporte des cartes digitales, je photographie tout que je photographie, je maintiens, je ne jette rien. Avec le digital, je ne photographie pas beaucoup plus que je faisais avant parce qu'en retournant, il faut que je fasse des planches de contact. Je ne sais pas éditer sur l'écran de l'ordinateur. Donc mes assistants me font des planches de contact et j'édite à la loupe à nouveau. Donc, j'ai continué à photographier à peu près de la même façon. J'ai éliminé cette façon de regarder les pellicules. Ce n'est pas que je ne regarde pas, je regarde. Mais la nuit, je prends je travaille avec 2 ou 3 caméras, je regarde un tout petit peu de chacune pour voir si je n'ai pas un problème d'obturateur, un problème de vignettage, des choses comme ça, pour faire des corrections. Mais je ne regarde pas les images. Je regarde les images, c'est une catastrophe pour moi. Parce qu'elles n'ont pas la même dimension en regardant comme ça qu'en regardant vraiment sur une planche de contact, en regardant toute son histoire avec une totale concentration au moment de l'édition. Le moment de photographier, c'est un, et le moment d'éditer, c'est un autre complètement différent. Le moment de photographier, c'est le moment de photographier. Et donc, c'est ça. Les caméras ont changé énormément. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de problèmes mécaniques, de moments techniques avec les caméras. Dans les temps, les caméras cassaient beaucoup, elles tombaient, elles cassaient. Ça, il n'y avait pas de doute. Aujourd'hui, elles peuvent tomber, l'électronique ne casse pas. Elles sont presque incassables, ces caméras, n'est-ce pas? Elles sont très protégées contre l'humidité, comme toutes les caméras. Ça n'a rien à voir avec mes caméras d'il y a 20 ans en arrière. Elles sont beaucoup plus solides, beaucoup plus faciles à manier. Et donc, de ce côté, il y a une certaine tranquillité. Mais je n'apporte pas avec moi ni de disques durs, ni d'ordinateur. J'élimine le maximum des gadgets possibles pour que je devienne beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à faire. Et quand je reviens, je vide mes cartes, ils me font une planche de contact, j'édite ma planche de contact, ils me font des tirages de lecture comme j'ai toujours fait dans ma vie. J'édite mes tirages de lecture, on fait des 24-30, et là, j'ai choisi mes meilleures photos, et on a découvert une méthode de produire un négatif 4 pour 5 pouces, un 10-12, et j'ai refait un négatif, et mes meilleures photos, je les retire à nouveau dans un agrandisseur. Et aujourd'hui, on a des négatifs d'une qualité phénoménale. Mes photos faites à partir d'un 35 mm, je travaille avec des Canon
aujourd'hui un DS, un DX, un DSX, je crois. Et vous savez, à partir de cette archive digitale, on arrive à photographier dans une imagère, une vieille machine de Kodak, dans le laboratoire Dupont ici à Paris. Ils me font un négatif d'une qualité supérieure au négatif moyen format Pentax que j'avais avant. Et donc, on retourne à la grande serre, j'ai fait tous mes tirages à la grande serre. En réalité, le seul changement que j'ai eu, j'ai changé les supports. Avant, j'avais un support plastique, c'était les films. Aujourd'hui, j'ai un support électronique, c'est les cartes. Mais les résultats et la fin, c'est à peu près la même. Il y a une grande différence pour moi. Une autre question, bien sûr. Oui, bonsoir. Bonjour. Comment? Ah, ok. Je m'appelle Lisbeth et je suis vénézuélienne et j'ai trouvé avec un grand plaisir dans votre travail que vous avez photographié l'Amazonie du côté vénézuélien. Et j'ai bien aimé ça. Je suis photographe amateur et j'aime beaucoup votre travail. J'ai deux questions en fait par rapport à la photo de couverture de Polka. Je voudrais savoir un peu l'histoire derrière ces filles-là. Et la deuxième question, c'est par rapport à la post-traitement des images. Comme vous faites un peu le post-traitement des images pour les blancs et les noirs. Merci beaucoup. Écoute, l'histoire derrière cette image, j'ai fait un livre pour le mouvement des paysans sans terre au Brésil. Et donc là, c'était un groupe de paysans qui étaient au bord d'une route au sud du Brésil et qui attendaient pour entrer dans une énorme ferme qui était abandonnée, une ferme de 85 000 hectares. Et quand on pense à une ferme de cette taille en France, c'est presque inconcevable, non? C'est presque un département en France, c'était une ferme. Et donc, il y avait 3 000 familles, à peu près 12 000 personnes au bord de la route. Et cette fillette, c'était la fille d'un de ces fermiers qui attendait pour, à la fin, envahir cette ferme pour avoir un morceau de terre. Et quand j'ai pu la photographier, et j'ai photographié, j'ai vécu avec le mouvement de paysans sans terre pendant longtemps. Et le résultat, c'est un livre qui s'appelle Terra. On les trouve peut-être achetés encore. Et donc, ça, c'était aussi la couverture du livre Terra, cette photo. Quelle était la deuxième question même? C'est sur la post-production. La post-production. Écoute, la production et la post-production, c'est la même chose. Il faut, dans la photo, pour avoir un résultat excellent, avoir un concept d'excellence. Il faut qu'on fasse une prise de vue de la meilleure façon possible, qu'on ait une exposition parfaite, qu'on utilise la meilleure optique, et on connaît ces optiques, n'est-ce pas, qu'ils soient des optiques, on sait toutes les déformations, toutes les aberrations, toutes les qualités d'une optique, où est-ce qu'elle est bonne, où est-ce qu'elle n'est pas très bonne. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on bien son approche. Et à la fin, qu'on développe son film, à l'époque qu'on avait des films, il fallait qu'il soit développé de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, avec le digital, n'est-ce pas, il faut photographier. Moi, j'ai photographié qui en haut pour avoir la plus grande qualité. Et au moment de tirer, il faut qu'on ait le meilleur tirage, les meilleurs papiers. Et si on contrôle toutes ces variables, à la fin, si on a eu un grand plaisir à photographier, un grand amour pour la photographie, on a un résultat, n'est-ce pas? Et donc, je crois que pour la photographie, pas seulement les post-photographies, c'est la pré-photographie, la photographie, les post-photographies, il a la même importance. Il faut avoir ces plaisirs aussi, les plaisirs techniques de la photographie. Mademoiselle. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Clara, je viens de Chambéry. Je suis photographe amateur. J'aime énormément votre travail. Il y a une question qui m'intrigue. Pourquoi du noir et blanc? Est-ce que ça vous apporte autre chose que la couleur? Pourquoi toujours les photos en noir et blanc? Écoute, au début, j'ai fait beaucoup de couleurs. J'ai commencé à travailler un peu comme photographe indépendant ici, quand j'ai commencé mes photos. Après, j'ai rentré dans l'agence Sigma, j'ai passé dans l'agence Gamma, j'ai passé 15 ans à l'agence Magnum. Et quand ça venait les commandes des magazines,
elles venaient en couleur ou en noir et blanc, et quand elles venaient en couleur, il fallait les faire, parce qu'il fallait qu'on vit, n'est-ce pas? Il fallait qu'on gagne sa vie. Avec la photo, il fallait que je les fasse. Mais je n'ai jamais été un photographe couleur. La couleur, elle m'a énormément déconcentré, n'est-ce pas? Si j'allais photographier quelqu'un et qui avait une chemise rouge, ou il avait quelque chose de vert ou de bleu, je savais qu'au retour de l'image, les rouges allaient prendre une proportion tellement immense, les verts, les bleus, ces couleurs, elles étaient d'une force tellement grande que ça m'a déconcentré énormément au moment de la prise de vie. Et je savais qu'en photographie en noir et blanc, qu'en noir et blanc c'était une abstraction, rien est noir et blanc. Mais en transformant toutes ces couleurs en gamme de gris, je pouvais me concentrer énormément au sujet que j'allais photographier. Et donc, ça me donnait un confort énorme de concentration. Et deuxième chose, c'était l'idée de la séquence photographique. Des photographes de ma génération, ils savent qu'on photographiait à l'époque avec des diapositives, des slides. Et donc, les slides, ça venait les films montés, ou nous, on montait nous-mêmes les films sur des petits carrés, tu regardais à la loupe, et tu choisissais dans une pellicule 2 ou 3 photos que tu aimais le plus, tu les séparais, les autres, tu mettais dans une autre boîte, celles qui étaient floues, qui n'étaient pas bonnes, tu les jetais. En réalité, on cassait la séquence. Et la séquence photographique, dans mon cas, c'était la chose la plus importante. Je suis un raconteur d'histoire. Et donc, l'histoire photographique, pour moi, c'est d'une importance immense. Et en couleur, jamais j'ai eu une histoire photographique, parce que je n'avais pas de séquence. Et donc, ça, c'était un autre point qui, pour moi, c'était très négatif. Et tu peux avoir des séquences, tu peux avoir des planches contact couleur. Oui, mais quand on photographie un négatif couleur. Mais quand on photographie un diapositive, non. Et la commande qu'on avait dans les agences, c'était un diapositive. Parce que c'est les diapositives qui allaient par image, qui allaient un peu partout. On faisait des duplicata diapos. Et la mode de photographier un négatif couleur, elle est venue beaucoup plus tard. Et c'était presque un luxe. On n'avait pas la rapidité qu'on avait dans les agences de presse qu'on avait avec les diapositives. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'avec les appareils digitaux, la couleur, il y a une séquence couleur. Et un autre point aussi que j'ai remarqué beaucoup, c'est que quand les gens regardaient une photo noir et blanc, ils avaient un comportement complètement différent que quand on regardait une photo en couleur. Parce que la photo en couleur, tout est en couleur. Elle est automatique. Tu la vois, tu sens, tu vois la nature. Tandis que le noir et blanc, il faut, chaque personne faire sa reposition de couleur et faire la reposition de la réalité quand tu regardes cette abstraction que c'est le noir et blanc. Et dans ces mouvements, il y a une intégration de l'image. Moi-même, j'ai regardé plusieurs fois des photos de photographes que j'aime beaucoup. Je trouvais cette photo fantastique, je l'ai regardée plusieurs fois. Et quelquefois, je voyais cette photo publiée, je dis, oh, une photo à moi à publier. J'ai dit, non, cette photo n'est pas moi. Tu vois, cette photo, c'est un autre photographe, j'ai simplement l'aimé beaucoup, mais elle était à la moitié à moi aussi. Et donc, le noir et blanc, c'est un facilitateur énorme d'assimilation de l'image. Et donc, je crois que l'ensemble de tout ça, n'est-ce pas, m'a fait faire l'option vers le noir et blanc. Et la dernière chose, c'est qu'au début, je pouvais développer mes noirs et blancs, je pouvais tirer mes noirs et blancs, et je ne pouvais pas les faire avec la couleur. Je n'avais pas l'argent au début pour faire la couleur. J'avais l'argent pour faire le noir et blanc. Et donc, le noir et blanc, c'était ma photographie à tel point que mes diapositives, je les ai perdus presque tous. Tu vois? Et mes photos noir et blanc, mes négatifs du début, je les ai tous. Autre question? Bonjour, je m'appelle Karen, j'ai 23 ans. Je voudrais faire du reportage mon métier, notamment en ce qu'on appelle parfois en zone sensible auprès des populations en souffrance, que vous avez beaucoup fait. Ma question, qui est un petit peu métaphysique, c'est après cette carrière, vous avez parlé voilà, de cette douleur que vous avez pu ressentir, douleur psychologique, douleur physique, aussi de l'émerveillement qu'on peut comprendre, je pense, vu les endroits où vous êtes allés. Après cette œuvre, est-ce que vous en ressortez plutôt de l'espoir ou plutôt de la terreur?
par rapport à l'orientation que prend notre monde, par rapport aussi à l'éveil des consciences. Je sais que vous avez travaillé là-dessus. Quel est votre sentiment par rapport à ça et un peu à l'avenir, tout ce que vous avez vu? Vous avez 23 ans, vous avez dit. Écoute, j'ai eu des moments dans ma vie. C'était des vagues. Il y a eu des moments que j'ai eu un grand enthousiasme pour tout ce que j'ai photographié, pour tout ce que j'ai vu. Par exemple, quand j'ai fait La main de l'homme, notre compagnon de SNCF est là pour témoigner. L'homme a un énorme plaisir de travailler, de produire. Il se sent très honoré dans son acte de production, n'est-ce pas? C'est avec l'acte de production qu'il entretient sa famille, qu'il met ses enfants à l'école, qu'il achète ce qu'il veut. La compensation de son travail, c'est la matérialisation de sa vie qu'il a dans la main avec l'argent qu'il gagne. Et donc, quand on vient photographier pendant 5 ans, j'ai eu un énorme plaisir de faire partie de l'espèce humaine, parce que quand on arrive dans une sidérurgie qui produit des plaques de métaux pleins, ces plaques de métaux qui vont dans un chantier naval, n'est-ce pas? Quand ils arrivent, des grandes plaques de métal, tu dis, mon Dieu, ça c'est un morceau d'un bateau, comment un truc comme ça va flotter, n'est-ce pas? Il ne peut jamais flotter, mais quand on commence à les lier, souder une à l'autre, comme ça on commence à prendre une forme, un jour ça va être jeté à la mer, ça va devenir un bateau, ça va voyager dans le monde entier. Ces bateaux, quand ils vont devenir fatigués, on va les découper en morceaux à nouveau, et ces métaux vont transformer en couteau, un instrument agricole, en tout ce que le bateau a transporté toute sa vie. Le bateau va donner sa vie pour transformer un objet de production à nouveau. Et l'homme a fait tout ça. Et donc, je me sentais tellement fier de faire partie de cette espèce, non, cette motivation très grande. Après, quand je suis allé faire Exode, j'ai vu qu'on était une espèce tellement brutale, tellement agressive, tellement violente, n'est-ce pas? On est la seule espèce capable, en même temps, d'apprendre à tuer, entrer dans des écoles d'assassinat, les armées. L'armée, c'était une école pour apprendre les gens à tuer les autres, n'est-ce pas? Produire des biens de guerre qui sont d'une brutalité, d'une force. Et à la fin, j'étais tellement honteux de faire partie de cette espèce humaine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand je finis ce projet Genesis, que je suis tellement proche de la nature, donc j'ai un espoir énorme qu'on puisse refaire écologiquement cette planète, qu'on puisse vivre d'une autre manière, nous qui on avons fait ce mouvement tellement grand vers l'urbanisation, je crois qu'il faut qu'on fasse un retour au moins spirituel vers notre planète. Et il y en a un espoir, on peut le faire. Donc, je ne vais pas dire que j'ai un grand espoir ou une grande manque d'espoir. Ça dépend des moments, ça dépend de la vague. Mais quand j'ai posé la question, quel âge vous aviez, vous avez dit que vous voulez être reporter. Écoute, quand Alain a dit que j'ai fait une formation d'économiste, cette formation m'a beaucoup aidé. Beaucoup à me rencontrer avec ma planète, rencontrer avec mon système de production, rencontrer avec tous les faits sociaux, n'est-ce pas, dans les groupements que j'ai vus, n'est-ce pas, avoir une grande compréhension, une capacité d'analyse, une capacité de synthèse. Et si j'ai un conseil à donner à un jeune photographe comme vous, n'est-ce pas, si vous ne venez pas d'une formation sociologique ou anthropologique ou de géopolitique ou d'économie, retourne à la fac, rentre dans un endroit, parce que si vous avez ces outils, n'est-ce pas, vous pouvez vous situer dans les mouvements historiques que vous vivez. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas les faire. J'ai travaillé dans des agences importantes comme l'agence Magnum, avec des cadreurs incroyables, tous des excellents photographes, mais beaucoup de photographes qui étaient complètement perdus, incapables, après avoir fait une histoire quelquefois chanceuse, que les photos étaient publiées, reconnues et tout, incapables de en faire une autre, parce qu'ils étaient incapables de se situer historiquement, politiquement, éthiquement. Et donc, je trouve que ça, c'est important, cette formation.
On a besoin de ces outils si on veut être un reporter pour pouvoir faire une intervention. À la fois de l'implication et du recul, c'est ça? Oui, c'est ça. Une capacité, un recul, une capacité d'analyse, une capacité de synthèse aussi. Et j'ai une autre petite question. Enfin, je pense que la réponse est oui, mais par rapport au rôle de vos photos, vous, dans cette progression générale des sociétés, moi je crois profondément évidemment au rôle des journalistes et des photographes. À quel point est-ce que vous êtes convaincu que vos photos des séries comme Genesis, ça va ouvrir les yeux des gens? Je pense que ça a un effet réel personnellement, mais j'aimerais connaître votre avis. Écoute, je n'ai aucune prétention que mes photos puissent changer quoi que ce soit. Ces photos, elles peuvent faire partie d'un mouvement. Vous savez, il y a d'autres photographes comme Yann Arthus Bertrand, qui a fait un grand travail sur la terre vide et ciel. Il a fait une énorme contribution, n'est-ce pas, sur l'intérêt des gens vis-à-vis de la planète. Un homme comme le vice-président des États-Unis, Al Gore, les séries de conférences qu'Al Gore a fait à propos des réchauffements planétaires, c'était incroyable pour apporter beaucoup d'informations à tout le monde. Toutes les organisations environnementales, toutes les institutions qui aujourd'hui sont liées à cette information, si mes photos sont liées à ces mouvements, elles vont aider, elles vont participer, elles font partie d'un mouvement. Mais je ne crois pas qu'aucune des photographies que j'ai faites, aucun des projets que j'ai faits, mes photos tout seules, elles n'étaient rien. Quand j'ai fait mes photos avec la SNCF, j'ai fait un livre avec les comités d'entreprise de la SNCF. Elles ont participé dans une vie politique de la SNCF. Elles ont participé dans un mouvement. Et donc, elles ont aidé ces mouvements, elles ont participé. Mais elles, tout seules, elles ont changé, elles n'ont rien fait, quoi que ce soit. Continuez les questions. Madame. Bonjour, Chantal Delacroix, je suis photographe. En fait, je n'ai pas vraiment une question, mais je trouve ça tellement formidable que le travail que vous faites, en fait, les gens ne l'oublient pas, qu'en fait, ce livre sur les cheminots, je l'avais apporté. Mon voisin travaille à la SNCF et apparemment, vous l'avez beaucoup marqué. Vous savez, ces livres, presque personne ne les connaît parce qu'ils n'étaient pas commercialisés. Ils étaient faits pour les comités d'entreprise qui a distribué dans la SNCF. Et après, certains de ces livres ont une vie propre, quoi. Ils ont changé de main. À tel point, par exemple, que j'avais qu'un volume de ces livres. Et là, j'ai vu qu'on pouvait acheter des livres d'occasion. J'ai rentré dans Amazon quelque chose. Ben voilà, et j'ai acheté 3 livres. Et aujourd'hui, il coûte très très cher, il coûte une fortune. J'ai acheté un à 85 €, un autre à 160, un autre de 5 quelques euros. Mais pour les garder, parce que je ne les avais pas non plus. Comme ils n'étaient pas commercialisés, ils étaient imprimés une seule fois, quelques milliers d'exemplaires, aux environs de 10 000 livres qui étaient imprimés. Ils distribués dans les comités d'entreprise. Et voilà, quoi, ils ont resté, disons, à 95% dans le monde des cheminots. D'autres questions? Bonjour, Arnaud Thévenet, photographe amateur et admiratif de votre travail. Ma question est aussi une question de matériel, mais plus en rapport avec la manière de faire des photos. C'est-à-dire que je suis particulièrement sensible à la façon dont vous captez l'humanité et la dignité humaine. Et par rapport à ça, donc, on a parlé de Leica, par exemple, qui permettait d'avoir une approche discrète et pas agressive par rapport à son sujet. Et donc j'ai vu que vous êtes passé récemment à un réflexe Canon qui, en termes de matériel, est vraiment l'opposé parce que c'est plutôt gros et encombrant, agressif. Donc j'imagine que vous avez toujours regardé votre façon de faire des photos. Donc je voudrais que vous me parliez de ce changement radical et comment vous utilisez tout le matériel de cette même manière en fait. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est l'appareil qui est agressif. Vous savez, ce n'est pas la taille de l'appareil ou la forme de l'appareil qui génère une agressivité. Je crois que l'acte photographique, c'est comme marcher sur un couteau. Il faut qu'on marche
Si on est avant, on ne coupe pas. Si on est sur les fils des couteaux, là, ça coupe. Mais si on est après, ça ne coupe pas. Il ne faut pas qu'on se blesse non plus. Il ne faut pas qu'on blesse personne. Je me rappelle une fois au Portugal, à l'époque de la révolution des œillets, je sortais dans la rue avec un ami, Philippe Châtenay, il était reporter à Antenne 2. Il était les reporters, les grands reporters. On était très amis. On sortait dans la rue. J'allais en photographier. Et à un moment, j'ai regardé derrière. Philippe allait en demandant excuse à tout le monde que j'avais photographié. J'ai dit, Philippe, arrête. Parce que si j'ai photographié une personne, c'est qu'elle m'a autorisé de photographier. Il y en a... J'ai jamais volé une photo. Toutes mes photos que je fais, j'ai une autorisation tacite. Jamais personne m'a écrit un papier m'autorisant à photographier. Mais j'étais en face de la personne à photographier, soit avec un Leica, soit avec un Pentax, qui c'est beaucoup plus grand, un 4,6, un pareil très très sonore, non? On a l'impression qu'on photographie au diesel, tellement il fait des bruits, ou avec un Canon. Mais les résultats, c'est exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas la caméra, ni la taille d'objectif, ni le volume qui génère une agression que ce soit. Je crois que c'est le rapport avec ceux qu'on photographie. Je crois que c'est ça qui fait la grande différence du photographe. Il y a ceux qui, naturellement, ont un plaisir à aller dans cette relation, dans ce rapport avec les gens, ou les objets, ou les animaux, ou les paysages qu'on photographie. Et les gens qui se sentent un peu gênés et qui croient que cet acte photographique, c'est un acte d'une certaine agressivité. C'est que ce n'est pas. C'est un acte d'une douceur immense et qu'en réalité, on photographie si on est autorisé. Si on n'est pas autorisé, on ne photographie pas. N'est-ce pas? Mais je me rappelle une fois, je faisais ce livre, on parle du cheminot. J'étais dans une gare au Massif Central, je crois que c'était la Mativie, une petite gare à l'intérieur du Massif Central. Et il y avait des mouvements de locomotives, des wagons de passagers qui rentraient et qui sortaient. J'étais avec un copain qui s'appelait Antoine de Giaglis. Il faisait partie du comité d'entreprise, il venait avec moi. Et en photographiant, un moment, il est venu, il faut le Sébastien. Toute la gare travaille pour ton appareil photo. Tout le monde est lié à ta caméra. Les mecs qui conduisent les trains, les mecs qui sont en train de nettoyer les wagons, les passagers, tout. En réalité, si on a un plaisir à photographier, si on s'approche d'une certaine manière, on crée un univers de permission photographique. Il y a ces moments, ce n'est même plus nous qui faisons la photo. On reçoit la photo des cadeaux, n'est-ce pas? Et j'ai eu un grand plaisir de photographier les communautés des humains. Tu vois, de rentrer, j'ai fait un livre qui s'appelait, mon premier livre, Autres Amériques, de partir sur les montagnes d'Amérique latine, en Bolivie, en Équateur, sur les Andes, d'y aller vivre dans ces communautés. Et quelquefois, je prenais 3-4 jours, une semaine à commencer à photographier, parce que les paysans ils étaient très méfiants des Blancs. C'était une culture qui était détruite par l'arrivée des Espagnols, des Portugais, n'est-ce pas? Et donc, moi, j'étais à la fin représentant de cette culture. Et quand je venais là-dedans pour vivre, on avait des réunions communautaires, des 100, 300 personnes qui me posaient des questions, qu'on discutait, qu'on était là pendant des jours et des jours, jusqu'au jour que j'avais mon autorisation à y aller. Je savais que je pouvais y aller. Et là, j'ai passé des mois avec les gens. J'étais une partie j'étais partie de cette communauté. Et là, la photo, c'était comme aller au champ, c'était comme couper une canne à sucre, c'était comme donner à manger à un enfant. C'était la même chose. C'était un acte naturel et normal. Une dernière question, ou deux. Allez-y. Ça fait longtemps là. On va faire des réponses très courtes. Hein? 3 questions. Je suis photographe amateur et vos photos sont toujours très esthétiques, surtout avec le noir et blanc. Mais est-ce que ça pose pas quelques problèmes suivant les sujets?
C'est-à-dire, je prends par exemple la partie Exode, où quand même c'est la misère. Et est-ce qu'il n'y a pas, pour vous, quand même, des questions par rapport à cet aspect entre esthétique et sujet photographié? Vous savez, pourquoi? D'abord, j'ai jamais photographié la misère. La misère, pour moi, c'est une autre chose, c'est un autre concept. On a notre labo ici, notre local de production au quai de Valmy, dans un grand bâtiment. Une dame âgée, elle a disparu l'autre jour. Personne ne les voyait. Un jour, quelqu'un a passé en face de sa porte, a senti mauvais odeur, ils ont appelé les pompiers, elle était morte depuis plus de 15 jours. Et là, je trouve qu'elle était dans une misère totale. Quelqu'un qui avait un appartement assez bon, avait une retraite, une bonne compte en banque, vous savez, et elle était seule, complètement isolée de sa communauté humaine. Tandis que ces gens que j'ai photographiés, ils faisaient partie d'un groupe. C'était des gens qui ont eu une vie stable, qui ont eu une maison, qui ont eu des enfants autour d'eux, et qui un jour, la majorité sans savoir pourquoi ils étaient mis à la route, n'est-ce pas? Ils ont mis dans un camp de réfugiés, mais ils vivaient en communauté, ils vivaient avec un espoir d'atteindre un autre équilibre. En réalité, ils étaient en transition. Tous ces gens que j'ai photographiés étaient dans cet état. Et donc, pour moi, ils étaient total manque matériel, mais aucune misère. La misère, elle est humaine. La misère n'est pas matérielle. Ce n'est pas qu'on a une compte en banque, n'est-ce pas, qu'on a une voiture, qu'on a une chose, qu'on a droit à avoir de belles photos, n'est-ce pas? Et les autres qui sont sur la route, qui vivent quand même dans très belle lumière, dans un environnement très beau, n'est-ce pas, incroyable, qui sont des gens d'une beauté immense en même temps, qui ont une énorme dignité. Il n'y a pas de raison qu'on vienne, qu'on les détruise avec un grand angle, qu'on les écrase avec un tel objectif, n'est-ce pas? Il faut qu'on rende cette noblesse, qu'on rende cette dignité, en rendant l'environnement beau et incroyable comme il est. Je ne crois pas qu'on a le droit de détruire. Donc, je crois que cet côté que j'étais critiqué en faisant l'esthétisme de la misère, ça ne veut rien dire pour moi. Et je n'ai aucune conscience de culpabilité, parce qu'en réalité, je ne suis pas sorti d'un monde des riches pour aller photographier un monde des pauvres. Je suis venu d'un monde des pauvres, vivre dans un monde des riches, et retourner dans mon monde des pauvres pour photographier ce que j'ai fait en photographie. Vous savez? Et donc, je n'ai pas ce concept. Ce concept, pour moi, il n'a aucun sens, n'est-ce pas? Mais il faut que je vous dise, vous êtes photographe, nous tous on est photographes. On a un langage esthétique, parce que notre langage est formel. On travaille sur un cadre, sur une forme. On travaille avec une lumière, n'est-ce pas? Qu'on aime le cadrage ou qu'on ne l'aime pas, nous tous, on travaille sur un langage esthétique et formel. Juste une précision, en tant qu'éditeur, on se rend compte que l'image est souvent critiquée pour des raisons justement d'esthétisme, et jamais les textes. On ne reprochera jamais à un texte d'être bien écrit, mais on peut dire à une image, elle est trop belle. On n'a pas idée de reprocher à Victor Hugo de très bien écrire Les Misérables. Mais on va reprocher à un photographe de rendre beau, d'esthétiser la misère. Je crois que la réponse de Sébastiao est très belle. Et vous savez, deux réponses encore. Non, seulement pour fermer, et en plus, ce qu'il y a l'envie de dire, on n'a pas on n'est pas d'écrivain, n'est-ce pas? Et on est jugé par des journalistes, par des critiques d'art, par des gens qui écrivent sur la photo, qui sont bien assis ici, n'est-ce pas, sur un bureau, et qui n'ont pas été en face des mouvements les plus difficiles, les plus durs, en disant « j'ai fait la photo, je ne fais pas la photo ». C'est avec quoi? Quel instrument on fait la photo? Avec son appareil éthique, n'est-ce pas? Mais quel appareil éthique? Chacun a un différent de l'autre. Donc, je ne crois pas que les gens ont le droit de juger. Pour juger, il faut qu'ils soient là-bas, dans la peau d'un photographe, qu'il fasse comme le photographe a fait. Ça pourrait être la fin, mais on a promis 2 questions. Question courte, réponse courte. Bonjour.
Je m'appelle Sylvain, j'ai également 23 ans et je veux faire du reportage comme la demoiselle. Mais surtout sur le côté économique, vous avez votre propre agence, vous êtes éditeur. Comment on fait pour vivre de ces photos maintenant, quand on est jeune photographe? Écoute, moi j'ai mis 45 ans, j'ai commencé à photographier non, 41 ans, en 73. Vous savez, au début, c'était dur de fermer mon mois. Ma femme, il fallait qu'elle est architecte, il fallait qu'elle travaille sur des charrettes qu'on appelle, c'est fini des projets d'architecture par-ci, par-là pour équilibrer nos mois, tu vois. Et quand j'ai travaillé à l'agence Gamma, j'ai jamais gagné plus de 2500 francs par mois, ce qui me faisait, ça c'est dans les monnaies d'aujourd'hui, à peu près 400 € par mois, tu vois. Ce n'était pas facile, mais à un moment, on commence à vivre de la photo commence à avoir des commandes, les magazines commencent à croître, et donc on fait un chemin. Et pour moi, c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer comment un jeune photographe va se prendre, comment va se faire, parce que moi j'ai une fille faite, tu vois, je vais faire 70 ans au mois de février, et donc, mais j'imagine qu'il ne soit pas trop différent. Le début, c'est le début. Il faut faire ses preuves. Il faut que les gens croient en toi, n'est-ce pas? Il faut chercher les créneaux, il faut se battre dans la vie comme tout, quoi. Mais je n'ai pas une formule pour vous dire, c'est celle-là. Il y en a chacun sa formule, quoi. Dernière question. Allô? Bonjour, je m'appelle Thomas, moi aussi je veux me porter sur le photoreportage comme mes camarades. Et je voulais savoir par rapport à vous ce que vous pensez de votre parcours photographique, où est-ce que ça va aller pour vous et l'avenir que vous pouvez imaginer pour nous qui voulons absolument faire ceci. Écoute, je trouve que tout a changé dans le monde photographique avec les changements technologiques qu'on a eu dans le monde de l'impression, des appareils photographiques, de tout. J'ai toute une génération, ma génération de photographes, j'ai eu beaucoup de chance d'aujourd'hui continuer à bien gagner ma vie avec la photo, mais une grande majorité de mes confrères ne le font pas. J'ai trouvé, vous savez, on est à côté du canal Saint-Martin. Il y en a 3 ou 4 ans, on a une grande concentration des sans-toit. Tu vois, des gens qui vivaient dans des tentes. Et je trouve un ancien copain, moi, de l'agence Gamma, là, en train de vivre, tu vois, dans une extrême pauvreté. Et j'ai eu un pansement énorme dans mon cœur en disant, ça aurait pu être moi qui étais là, tu vois. Pour moi, les choses ont marché d'une certaine manière. J'ai eu beaucoup de chance de contrôler certaines choses, d'être aidé pour certaines d'autres. À la fin, pour moi, marcher, pour lui, n'a pas marché. J'ai trouvé, là aussi, un éditeur d'un grand magazine de photographie française qui me donnait énormément de commandes, en train de vivre dans la rue, dans ses tentes, tu vois, sans aucune ressource non plus. Et donc, on vit dans un monde, tu vois, très, très dur, dans ce point de vue, n'est-ce pas? Et je me vis réfléchir plusieurs fois là-dedans aussi. Je pourrais, moi, être là et pas des côtés que je suis aujourd'hui. Mais, donc, les options qu'on a aujourd'hui sont très différentes des options qu'on avait à mon époque. À mon époque, on avait un certain groupe de magazines et on allait à la rédaction, on demandait le sommaire, ils nous donnaient une liste des photos qu'ils avaient besoin, on allait photographier, on était en concurrence avec 30-40 photographes qui faisaient les mêmes. Et donc, les photos qui plaisaient le plus, ils prenaient. Et donc, ça nous mettait à travailler. Aujourd'hui, les photos, elles vont être plutôt utilisées digitalement, dans l'Internet, d'une autre manière. Je suis une espèce de dinosaure, vous savez. Je suis le presque seul photographe au monde que les magazines encore commandent des reportages. Parce que j'ai 40 ans de travail derrière moi, les gens croient, mais les jeunes, ou les photographes de ma génération non plus. Mais il y a beaucoup de jeunes
qui réussissent énormément en photo aujourd'hui, beaucoup plus que ceux de ma génération. Je vois par exemple dans les concours photo, je vois dans les grands festivals photographiques une énorme quantité de photographes, d'excellents photographes, et qui réussissent quand même, n'est-ce pas? Il y a un créneau nouveau, beaucoup plus adapté à la jeunesse photographique qu'aux photographes de mon génération. Et la manière de penser, c'est une autre, de comporter, c'est une autre, de faire, c'est une autre. Et donc, pour moi, c'est très difficile de donner des conseils. C'est plutôt à moi de demander des conseils à ces photographes de la nouvelle génération, parce qu'ils sont complètement adaptés à leur manière de vivre, au moment historique, à la demande, n'est-ce pas, aux besoins photographiques. Et donc, je trouve qu'il y en a beaucoup de photographes, mais pas plus qu'il y avait. Vous savez, les vrais photographes, les gens qui veulent faire des photos, je crois que c'est à peu près la même chose qu'on avait avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire les photos professionnellement, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent jusqu'à transformer ça en une vraie profession, tu vois, qui n'ont pas à un moment quelconque un détour, qui passent à une autre chose. Et ceux qui ont vraiment l'esprit dans la photo, je crois qu'il y a une place. Il faut qu'ils s'identifient avec les moments qu'ils sont en train de vivre et les opportunités qu'ils peuvent avoir dans le monde actuel. Je voulais remercier vous venez de le faire en applaudissant Sébastien. Je voulais vraiment le remercier pour tout ce qu'il vient de dire, et notamment sur la fin, sur ce message d'espoir. Et tous ceux qui veulent être photographes, moi je les encourage toujours à continuer ce métier. D'abord, il y a des magazines qui continuent de se créer. Je vous renvoie au numéro de Polka avec ce portfolio sur Sébastiao de 48 pages. Vous pouvez vous procurer Polka. Nous avons un stand près de la sortie. Je voulais remercier toute l'équipe de Polka d'avoir réalisé ce portfolio, remercier l'équipe d'Amazonas, qui est la société de Sébastiao et de Lélia, et remercier photographie.com aussi d'avoir participé à cette conférence. Et merci beaucoup pour tout ce qui a été dit.